matin, on voulait réagir à l'annonce, le volet du ministre Lisée concernant le développement du commerce extérieur québécois. Comme vous le savez, il y avait plusieurs volets dont on a attendu fébrilement les retombées depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et le volet du commerce extérieur, après la PNRI, après la politique industrielle, est un volet important. On attend bientôt le volet concernant l'électrification du transport. L'ensemble de ces dossiers composant, en fin de compte, l'architecture du développement économique du gouvernement marois. Alors, évidemment, au niveau du commerce extérieur, on est déçu aujourd'hui de voir le peu de profondeur de ce qui a été déposé par le ministre Lisée. Les mesures, 82 millions sur 5 ans, avec des vœux pieux, comme par exemple d'augmenter de 1000 le nombre d'entreprises exportatrices. C'était des vœux pieux, mais les moyens pour s'y rendre ne sont pas du tout évidents. C'est-à-dire qu'un pays ou une province de la taille du Québec doit avoir un certain nombre de priorités et ce document-là est complètement absent en termes de priorités. On voit mal comment, autrement dit, les objectifs vont être atteints. Rappelons que pour nous, la question du commerce extérieur et de la balance commerciale est une urgence nationale. Avec tous les autres enjeux, on tend à oublier qu'en 2002, la balance commerciale québécoise était positive et qu'en une dizaine d'années, on s'est retrouvé aujourd'hui avec une balance commerciale négative de plus de 28 milliards, presque l'équivalent de l'ensemble du budget de la santé, par exemple, au Québec. Alors, lorsque le gouvernement dit c'est important pour nous, on aimerait voir des moyens. Parmi ces moyens-là qui pourraient véritablement aider, il y a la question du pétrole, parce qu'on a une dépendance au pétrole étranger. Là-dessus, on voit bien que le gouvernement, au niveau du pétrole, n'a pas la volonté réelle d'avancer aussi vite que nous le souhaiterions. Au niveau des mines, à l'intérieur de la politique déposée par M. Lisée, il indique qu'il va soutenir et accompagner les entrepreneurs, par exemple, dans le domaine minier, donc les manufacturiers d'équipements de mines ou de services, à exporter. Est-ce que c'est là une manière pour lui de camoufler le fait que, depuis plus d'1 an, le secteur des ressources a été malmené par le gouvernement marois, entre autres d'abord avec la politique sur les redevances, par la suite avec le régime minier. Puis on sait très bien que les investissements au niveau minier en ce moment sont vraiment en décroissance importante, sur plus de 80 milliards. Il y a peut-être juste maintenant 10 à 12 milliards sur le fameux plan Nord qui sont véritablement confirmés. Donc, pour ça, on se dit, là aussi, il manque de cohérence si on parle de la balance commerciale. Pétrole, ressources, c'est important. Maintenant, pour l'accompagnement de nos entreprises, on est pour dans le fond, les bonnes volontés du gouvernement. Mais aujourd'hui, ce que l'on demande, on demande que le ministre Lisée nous dépose un véritable plan stratégique pour augmenter nos relations commerciales avec l'Europe au moment où ce marché-là, entre le Canada et l'Europe, va être libéralisé. On a trouvé absolument incroyable l'absence, la quasi-totale absence de référence au marché européen. On sait très bien que si on ne fait rien aujourd'hui pour préparer ce qui va se passer dans 2 ans, les Européens vont rentrer dans nos marchés et si les Québécois ne sont pas prêts à vendre en Europe, la balance commerciale ne va pas s'améliorer très loin de là. Il faut comprendre que le traité Europe-Canada a été négocié directement par le bureau de M. Marceau. Donc, M. Lisée n'était pas véritablement impliqué. Pour nous, ça illustre aussi le fait que le commerce extérieur au Québec toujours était un petit peu un parent pauvre sur l'ensemble de la table du Conseil des ministres. C'était surtout un ministère, encore aujourd'hui, de relations internationales, puis après de commerce extérieur. Relations internationales, parce que le ministre Lisée est davantage préoccupé à vouloir faire une ACDI québécoise, par exemple, ou d'aller en Écosse, etc., question d'étendre les relations avec des potentiels pays souverains. Bon. Mais au niveau du commerce extérieur, le 82 millions annoncés sur 5 ans, par rapport à une priorité que nous, on considère une priorité nationale, et le manque d'objectifs concrets pour atteindre ça, de moyens concrets, ça nous inquiète énormément. Donc, c'est pour ça qu'on demande un véritable plan stratégique de mise en place d'un plan stratégique pour la pénétration des marchés européens suite à l'accord de libre-échange. Des exemples concrets de ça, on dit nos fromages fins québécois vont se faire ramasser aussi au Québec. On peut très bien réaliser que si jamais le ministre s'en donne la peine, il peut très bien aider les producteurs de fromage québécois à tenter de pénétrer ces marchés-là. C'est vrai pour le sirop d'érable, c'est vrai pas juste pour le domaine agricole, c'est vrai aussi pour le domaine aéronautique, c'est vrai pour le domaine des biotech. En fait, c'est vrai pour tous les secteurs qui ont été grandement libéralisés. Donc, on voit une urgence à ce que ça se produise et on est extrêmement déçus que ce n'a pas été présent à l'heure actuelle dans la politique qui a été déposée par
par le ministre Lisée hier à Montréal. Est-ce que ça peut s'expliquer, selon vous, par le fait que l'accord il y a eu une entente de principe seulement récemment? Ça fait quand même 4 ans que ça se parle. Et ce qu'il faut réaliser, on l'a vu encore la semaine dernière à l'Assemblée nationale lorsqu'il y a eu la motion pour supporter la ratification du CIRDI, le fameux tribunal qui permet à des investisseurs étrangers, par exemple, d'être défendus en cas de litige avec un gouvernement comme le gouvernement du Québec. Comme ce qu'on a vu, par exemple, dans le gaz de schiste, où si jamais le gouvernement prend une décision qui va à l'encontre de décisions d'investissement, il y a un tribunal international qui permet de régler ça, et c'est exécutoire. Ce tribunal international-là existait depuis 1966. Le Canada a signé la Convention en 2006 seulement, ça vous donne une idée, mais ça prenait absolument pour le ratifier que les provinces soient partie prenante. Et c'est qu'en 2012 qu'il y a eu un début de négociation avec Québec qui a mené finalement à une entente la semaine dernière. Fait que tout ça, ça illustre le fait qu'on le voit venir quand même de loin. L'Europe, la négociation, il y a un paquet de Sherpas qui ont fait des allers-retours en Europe depuis des mois en prenant chaque industrie une par une. Les négociations sur les tables sectorielles, les quotas, les tarifs, c'est discuté, puis à un moment donné, c'est ramené à une table, puis à la même table, après ça, il y a des compromis qui se font. Toute cette information stratégique, quelque part, quelqu'un l'a au gouvernement du Québec. Cette information stratégique-là doit être maintenant mise en place dans un plan stratégique pour que nos entrepreneurs puissent avoir un signal clair. Si jamais vous faites pour vous la production de vélos, par exemple, en Beauce, qu'on puisse vous dire, dorénavant, voici les droits de douane vont être abrogés de telle manière et il y a peut-être pour vous un débouché en Hollande, exemple. Et ça, c'est le rôle, selon nous, du gouvernement lorsqu'il y a un game changer, comme l'accord du libre-échange, de ne pas être en retard, mais d'être en avance pour indiquer clairement qu'est-ce qui peut être fait pour que nos entreprises puissent performer dans le cadre de cette nouvelle donne, de ces nouvelles règles du jeu. On ne peut pas, c'est pas concevable pour nous, de sortir un plan sur le commerce extérieur en faisant, à toute fin pratique, complètement abstraction de la signature de l'accord de libre-échange qui s'est fait il y a quelques semaines. Donc, c'est une lacune, là. Il manque quelque chose, puis on demande au ministre de s'y attaquer spécifiquement, puis de compléter sa politique dans les semaines et puis les mois qui viennent, et puis on lui offre toute notre collaboration. Autre question? Sur les chantiers qu'avait annoncé M. Duchesne, il y avait 5 chantiers. On sait maintenant que ça a coûté plus de 800 000 pardon, en salaire pour les présidents de ces chantiers-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoute, moi, quand j'ai vu ça, un peu, je me suis dit, oh my God, on fait bien d'être un peu vigilant, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le ministre a vraiment un peu blasté l'opposition, parce qu'au niveau de l'étude détaillée du PL 45, il nous accusait d'être des mauvais joueurs, puis de retarder. Honnêtement, moi, c'est pas ce que j'ai vu, là. J'ai participé aux commissions, c'est pas ce que j'ai vu. À beaucoup d'articles, on voulait, par exemple, faire en sorte qu'il y ait une dimension un peu économique ou d'innovation, de relation, l'adéquation entre les études et le milieu du travail, dans différents articles constitutifs. Et le ministre, là, nous opposait des fins de non-recevoir à nous, aux libéraux, en alternance. Il s'est filibosté lui-même pendant des heures et des heures pour venir nous faire le reproche. Je vais vous donner juste un exemple. À un endroit, par exemple, il y avait un article où il abrogeait le fait que le ministère, pour créer un nouveau CCTT, Centre collégial de transfert technologique, l'ancienne loi prévoyait qu'il devait avoir un avis sectoriel demandé au ministère des Finances. Pour nous, c'est normal, parce qu'un CCTT, c'est des services pour l'entreprise qu'on demande au ministère des Finances et de l'Économie s'il y a une relation, puis ça vaut le coup. Bon, il ne voulait pas. C'était encore l'enseignement supérieur, tour d'ivoire, déconnecté complètement du marché du travail, déconnecté de l'économie réelle. Et puis là, on voit ça. Alors là, ils se font des chantiers. Nouveaux organismes, rappelez-vous qu'on est contre la création du Conseil national des universités. Pour nous, c'est un organisme additionnel, alors qu'il aurait pu avoir une modification de mandat du Conseil supérieur de l'éducation avec un volet université. Pourquoi créer un nouvel organisme? Alors, la question qu'on se pose, est-ce que ce genre de décision que le ministre a pris, c'est précurseur d'encore de salaires et puis de conditions, puis de dépenses inutiles et superfétatoires dans le nouvel organisme du Conseil national des universités, une fois qu'il va être créé? Puis, entre-temps, là, comme membre de la deuxième opposition, on va continuer d'être vigilant dans l'étude article par article du projet de loi de 45 parce qu'on n'est pas du tout rassuré avec l'attitude et puis les décisions du ministre. Oui. Les libéraux croient que M. Boisclair devrait réintégrer ses fonctions à New York. Est-ce que
vous avez changé d'avis au caucus de la CAQ? Compte tenu du fait qu'il n'y a pas encore eu de nouvelle affectation, selon eux, la seule chose à faire, c'est de lui demander de retourner à New York. Ben, en fait, ce qui est surprenant, là, c'est qu'on se rappellera qu'au moment où tout l'incident, on se rappellera qu'il était question qu'il y ait des poursuites, hein, que M. Boisclair intente des poursuites contre notre chef, contre le collègue Duchesneau. C'est toujours pas là. Alors, qu'est-ce qu'il fait, là? C'est peut-être qu'il a décidé de ne pas en intenter, là, finalement. S'il a décidé de ne pas en intenter, ben oui, peut-être que soit qu'il devrait retourner là-bas, soit qu'il devrait être affecté ailleurs, soit qu'il devrait démissionner s'il n'a plus le goût d'être à New York. Mais on est vraiment comme en deux pattes en ce moment. Et puis ça retourner à New York, selon vous? Ben, selon moi, écoutez, je ne crois pas. Je ne crois pas. Avec la situation en termes d'image... Qu'il pourrait retourner... Non, mais c'est une décision du gouvernement. Vous me reposez la question après, là, en fond, qu'est-ce que j'en pense comme critique en matière de relations internationales. C'est quand même, le gouvernement aura décidé, nonobstant ce qui s'est passé là, dans ce cadre-là, est-ce que M. Boisclair est toujours la meilleure personne pour représenter le Québec à New York? Si le gouvernement conclut que oui, qu'il a toutes les compétences et que cet événement-là n'a pas entaché sa réputation... C'était à sa demande à lui. Donc, le gouvernement, là-dessus, n'a jamais changé d'avis par rapport à ses compétences. C'est à la demande de M. Boisclair qui a été relevé. Vous avez raison. Raison de plus à ce moment-là, pour si jamais M. Boisclair ne fait rien, il ne poursuit pas, puis il est en attente chez lui, que le gouvernement lui dise, écoute, là, tu as demandé d'être relevé pour t'occuper de ce dossier-là, puis ce dossier-là n'avance pas, tu fais rien. Bon, ben là, fais quelque chose. Soit retourne à New York ou agis, là. Mais alors, écoutez, moi, je pense qu'on va attendre encore quelques jours, quelques semaines, puis sûrement que M. Boisclair va prendre une décision. Mais le gouvernement devra, selon moi, se reposer la question. Est-ce qu'il est préférable de le réaffecter ailleurs? Parce que M. Boisclair a quand même des compétences. Il a quand même été chef de parti, ministre de plusieurs ministères, etc. Il peut certainement servir le Québec. Peut-il servir le Québec à ce stade-ci avec cette histoire-là, comme tout le monde le souhaiterait à New York? C'est une question qui se pose, puis on n'est pas en mesure d'y répondre aujourd'hui, mais elle se pose pour le gouvernement. Merci.